Alors, un exercice d'électromagnétisme sur la conductivité d'un plasma. Alors, je vais vous lire l'énoncé et ensuite on fera la correction. Alors, on se propose d'étudier la conductivité complexe et anisotrope d'un plasma neutre. Donc, celui-ci est formé d'électrons et d'ions libres sans interaction, soumis à un champ magnétique B constant et orienté selon UZ, ce qui induit une anisotropie du milieu. Donc, grand A, donc on va induire en fait un champ électrique variable. Donc le champ électrique E dépend du temps suivant E, donc vectoriellement est égal E de oméga, exponentielle I, k scalaire R moins oméga t. Donc on a une pulsation oméga qui étant le vecteur d'onde de notre champ électrique, de notre champ électrique. Pardon. Donc petit a, écrire l'équation du mouvement d'un électron. Donc on nous donne les éléments suivants. Donc l'électron a une charge Q, il a une masse M et sa vitesse est V. À quelles conditions peut-on négliger le champ magnétique induit? B étant de la forme B de oméga, exponentielle I k scalaire R moins oméga t. D'accord? B égale B oméga exponentielle I k scalaire R moins oméga t. Donc quand peut-on négliger ce champ magnétique, magnétique induit par rapport au champ magnétique constant appliqué à B'? B, déterminer la vitesse acquise en régime stationnaire. On nous dit, on nous aide, on dira de poser oméga c, qui est la pulsation de coupure en fait, qui est bien homogène à une pulsation, qui est de la forme Q P' sur M. D'accord? Donc, la solution. Donc, on considère que un plasma, hein, donc là j'ai représenté en vert donc, le champ magnétique. B, donc le plasma est constitué d'électrons, et d'ions, hein, donc pourquoi on nous demande de travailler sur les électrons? Les électrons sont beaucoup moins lourds et donc bon, on s'intéresse au déplacement des électrons. C'est l'électron qui va induire, qui va être soumis à une force hein, et qui va donc se déplacer. Voilà. Donc on a B' vectoriellement est égal à B' orienté suivant Z. Donc le champ magnétique induit une anisotropie du milieu. Et on rajoute une onde plane de type E vecteur E est égal à E0 exponentielle moins I oméga t moins k scalaire R. Ok. Donc quelle est l'équation du mouvement d'électrons? Bon là c'est ce que j'ai noté, l'ion était relativement lourd et ne se déplace pas. Voilà. Bon alors donc les ions sont on va les considérer donc immobiles. La relation qui lie le champ électrique au champ magnétique, ben, elle est donnée par la relation de Maxwell, le rotationnel de E qui se calcule comme étant nabla, l'opérateur nabla vectoriel E, donc c'est l'opérateur de vectoriel, est égal à moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. D'accord. De là, on en déduit donc le champ magnétique induit sous la forme B0 exponentielle moins I, oméga t moins k scalaire R. Donc, ce champ magnétique va induire en fait va induire deux forces. Donc les électrons vont être soumis aux forces du champ électrique hein, sous la forme des forces de Coulomb, donc de la force des forces de type QE, et également une force de Laplace qui va être QV vectoriel B, d'accord, plus la force du champ magnétique induit de Laplace également, donc QV vectoriel B'. Ok. E et B sont des solutions en onde plane. Donc on écrit l'équation fondamentale de la dynamique ici, qui a connaît par cœur. Donc en fait c'est la somme vectorielle des forces est égale à m fois l'accélération. Donc m fois dv sur dt vectoriellement, qui est l'accélération de l'électron, est égale à la somme des forces, la somme vectorielle des forces qui s'applique sur le système. Donc on est QE plus V vectoriel B' plus QV vectoriel B. Donc on a une solution en onde plane du type E0 exponentielle moins I oméga t moins k scalaire R, et on a une solution pour B également en onde plane du type B0 exponentielle moins I oméga t moins k scalaire R. Donc pour une onde plane, on a la relation suivante, la norme de B est égale à la norme du champ électrique divisée par la célérité de la lumière, la vitesse de la lumière c. Donc en fait, on va réécrire notre équation du mouvement. mdv sur dt est égal à QE plus V vectoriel B' plus V sur C vectoriel E, puisqu'on a remplacé effectivement le champ B par sa valeur dans le cadre d'une onde plane, et on va effectuer l'approximation suivante. Si la vitesse de déplacement de l'électron est très faible devant la vitesse de la lumière, le terme V sur C, vectoriel E, est clairement négligeable, puisque c'est le terme V sur C qui va être très très faible devant 1.
Donc effectivement, on va faire une application numérique. Si on considère une vitesse de l'électron de 10 puissance 6 mètres secondes moins 1, et on va la comparer à la vitesse de la lumière, 10 puissance 8 mètres secondes moins 1. Donc on a du 10 puissance 6 sur 10 puissance 8, c'est un facteur de 1 centième, 10 puissance moins 2. Autrement dit, on est à seulement, même pour une vitesse de l'électron aussi importante, on va dire, on est à seulement 0,1% de la vitesse de la lumière. On va donc négliger ce terme. Et effectivement, le terme de la force de la place de notre champ magnétique qui n'est pas induit est très négligeable devant les autres forces vectoriellement, donc on va la négliger, d'accord. Donc au final, on va s'intéresser à l'équation faisant intervenir seulement notre champ magnétique induit, d'accord. Donc on va réécrire le système et on va l'écrire, on va le résoudre et on va déterminer B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tous les termes en V, donc du même côté de l'équation, donc on isole les variables des variables, on les regroupe par variable. Donc dv sur dt est égal à q sur m, v vectoriel b est égal à q sur m e, d'accord. Maintenant on va projeter suivant nos trois axes, puisqu'on suppose qu'on est dans un système de coordonnées cartésien. Donc système de coordonnées cartésien, donc on va projeter suivant l'axe x, y et z, d'accord. Autrement dit, donc dv sur dt vectoriellement c'est vx point, donc vy point et vz point, donc les dérivées premières de la vitesse, est égal à moins q sur m, donc le vecteur v, donc vx, vy, vz, vectoriel, le vecteur b, il est orienté suivant OZ, si on se réfère bien, d'accord, b est bien orienté suivant OZ. Donc algébriquement, donc il n'a aucune valeur suivant x, c'est pour ça qu'il est égal à 0 et b', d'accord. Donc je spécifie vx point, c'est dvx sur dt. Donc il faut savoir faire ce produit vectoriel. Donc le produit vectoriel, donc par exemple de la première composante, c'est en fait ce petit triangle gamma. Donc il faut connaître ses composantes produit vectoriel. On fait vy b' moins vz fois 0. Donc c'est du vy b'. Ok. Ensuite on met du vx en dessous du 0. Donc c'est règle du produit vectoriel. Il faut savoir calculer un produit vectoriel. Je ne vais pas réexpliquer la règle de composition de produit vectoriel. Peut-être je ferai une vidéo jour là-dessus, mais a priori, voilà, c'est pas l'objectif de cet exercice et de ce cours en général. Donc sachant que E en fait a une dépendance temporelle de la forme exponentielle moins i oméga t, lorsqu'on va dériver E par rapport au temps, en fait il va nous sortir du moins i oméga, ok. Autrement dit, donc ce système de réécriture vectoriellement va être projeté suivant les trois axes, et on va donc obtenir, donc suivant x, vx point moins qp' sur m vy est égal à q sur mex. Ça c'est simplement la composante du produit vectoriel ici suivant la colonne des x. Suivant y, on va avoir du vy point plus q sur b' sur m vx est égal à q sur m ey. Et en fait suivant vz, c'est bon, ce produit vectoriel suivant vz, en fait c'est vx fois 0 moins vy fois 0, d'accord. Donc c'est égal à 0 suivant vy, de par que la construction même du produit vectoriel et parce que le champ B n'a aucune composante suivant x et suivant y. Donc on a du vx point qui est égal à q sur m ez. Donc on s'aperçoit dans la troisième équation qu'on a, contrairement aux deux premières équations qui sont des équations couplées, hein, puisque on a un couplage entre x et y, et on a un couplage entre la dérivée première et la fonction. Donc en fait ce sont deux équations différentielles d'ordre 1 couplées en x et y. Et ben en fait on peut directement intégrer sur la troisième équation, puisqu'on a simplement la dérivée de vz par rapport au temps est égale à q sur m ez, qui est constante, une valeur constante. Donc on a dit donc le vz est de la forme c, l'intégrale par rapport à dt' de exponentielle moins i oméga t', d'accord. Donc ici ça correspondra à la partie spatiale donc du champ électrique. Et donc, bon, ça j'ai réécrit nos équations. Alors, on va utiliser la constante de l'énoncé. Hein, si je reviens sur l'énoncé, on nous a dit que de déterminer avec pièce acquise en régime stationnaire, de poser oméga c, qui est la pulsation de coupure de notre système, qui est égale à qb' sur m. Hein, d'accord. Donc, en fait, la pulsation de coupure est directement proportionnelle au champ B' induit, puisque Q et M c'est des constantes, Q c'est la charge de l'électron, 6 10 puissance moins 19 coulombs, et M c'est la masse de l'électron, donc on ne peut pas jouer sur ce paramètre-là, mais la fréquence de coupure est directement proportionnelle à B', donc on fait intervenir, puisqu'on a la fréquence de coupure dans nos équations, pour simplifier le formalisme et les calculs, et donc ce système de trois équations, donc
d'équation en fait couplée, puisqu'on a un couplage entre x et y au premier ordre, va s'écrire sous la forme, donc Vz a été déterminé précédemment sous cette forme-là. Donc Vx point moins oméga c'est Vy égale Q sur mx, Vy point plus oméga c'est la pulsation coupure qu'on a donc introduit, Vx est égal à Q sur my, et Vz point est égal à Q sur m Ez. Donc il existe effectivement des techniques de découplage de ces équations, et je dirais que cette technique de découpage de ces équations, c'est qu'en fait le prix à payer, c'est en fait de dériver une deuxième fois pour se permettre, pour découpler les équations et pour avoir simplement des équations différentielles qui font intervenir la composante suivant x de la vitesse et la composante y de la vitesse, ne pas avoir un couplage dans les équations, d'accord? Donc il y a deux façons de faire, je les ai explicitées, soit on pose v égale vx plus vy en passant complexe, et on résout l'équation, soit on dérive deux fois. Ici, ça va être plus intéressant par rapport au problème de dériver deux fois. Donc, quand on dérive deux fois, donc on va dériver EX. Quand on dérive EX une fois, puisque EX a une dépendance en exponentielle moins I oméga t, donc une première dérivée, on va avoir du moins I oméga qui va apparaître par rapport au temps. Et donc, lorsqu'on va dériver une deuxième fois, on va avoir du moins I oméga au carré. Donc, n'oublions pas que I au carré, c'est moins 1, nombre imaginaire. Donc, on va avoir du moins oméga carré qui va sortir. Ok? Donc les équations sont les suivantes, voilà, donc c'est du Vx point, donc la dérivée seconde par rapport à x moins oméga c Vy point égale Q sur mx point moins, donc qui est égal à moins I oméga Q sur mex, d'accord. On a dérivé une première fois une dépendance temporelle en exponentielle moins I oméga t, d'accord. Donc on passe d'une dérivée temporelle à la variable normale d'espace, et Vy point plus oméga c Vx point est égal à Q sur m Ey point, qui est égal à donc moins I oméga Q sur m Ey, hein, puisque quand on dérive Ey point, on obtient du moins I oméga Ey. Ok. Donc si on fait la somme de cette première équation que j'entoure ici et de la seconde, d'accord, on va avoir donc du Vx point moins oméga c facteur de Q sur mey moins oméga c Vx, d'accord. Lorsqu'on additionne cette équation-là, 2, avec en fait cette première équation-là, on va obtenir, on va éliminer en fait Vx dans notre équation. Donc on va avoir du Vy point. Donc faites les calculs, il faut simplement les poser, les faire calmement, voilà. Plus oméga c facteur de Q sur mex plus oméga c Vy est égal à moins I oméga fois QMY, ok. Donc on va se servir de A, effectivement de A, puisqu'on a du oméga c pour Vx point. Donc en fait on utilise cette équation-là, donc Vy point plus oméga c, et là je vais substituer cette valeur Vx point par cette valeur-là, et cette valeur-là c'est quoi? C'est tout simplement la valeur qui a été déterminée précédemment, ok. Voilà. Donc simplement une substitution pour pouvoir se ramener en fait à un jeu d'équations qui est en Vy, d'accord, à l'ordre 2, à l'ordre 1. Donc finalement on obtient les deux équations suivantes, donc on n'a plus de couplage, puisque effectivement clairement on a une équation qui fait intervenir la dérivée seconde temporelle de Vx, et non plus, il n'y a plus du Vy, et également la dérivée temporelle de Vy plus du Vy, d'accord. On s'aperçoit qu'en fait on a des équations de type oscillateur harmonique que l'on sait très bien résoudre, donc du type dérivée seconde, donc Vx point plus oméga c carré Vx est égal à un terme constant, d'accord. Donc le terme constant ça va être la solution homogène, et le terme en régime forcé donc va être donné par l'équation Vx point plus oméga c carré Vx égale 0. C'est le régime stationnaire. Je vais avoir un régime transitoire puis un régime stationnaire forcé. Donc le système d'équations découplées, je l'ai noté ici, donc le prix à payer pour passer du premier ordre au deuxième, et de passer du premier ordre au deuxième ordre. Pour découpler les équations, on a été obligé de dériver une deuxième fois. On avait des équations qui faisaient intervenir des dérivées premières temporelles, on a dû passer à des dérivées secondes temporelles. Voilà, donc déterminer l'équation durant le régime stationnaire. L'hypothèse de régime stationnaire, c'est quoi? C'est que la fréquence du champ propre va l'emporter sur la fréquence de coupure oméga c, d'accord.
Voilà, donc on va négliger les solutions homogènes. V0 va être du type exponentielle moins i oméga ct, d'accord? On ne garde que la solution particulière. C'est le point, c'est la pulsation de forçage qui va imposer sa fréquence. Donc on n'aura pas du V0 exponentielle moins i oméga ct, d'accord? Donc en régime stationnaire, on a tout simplement les deux équations découplées suivantes. Vx point est égal à moins oméga carré Vx, donc la dérivée seconde temporelle de x. Donc c'est une équation est égale à moins oméga carré Vx, oméga étant constante. On a donc des équations, on sait résoudre ces équations et on a des solutions en cosinus alpha x plus phi ou en cosinus oméga t plus bêta. Voilà. Donc on peut maintenant donc lire la solution, se ramène à une solution avec la même dépendance temporelle que le champ électrique. Ok. Donc on a vu tout à l'heure que dériver la deux fois par rapport au temps Vy, si Vy du type exponentielle moins i oméga t, ça nous sort du moins i oméga dans la première dérivée, fois du moins i oméga, autrement dit du i oméga, du i carré oméga carré. I carré, le nombre d'imaginaire, ça vaut moins 1, donc c'est pour ça qu'on a du moins oméga carré ici qui apparaît. Okay, donc on a du moins oméga carré plus oméga c carré, Vx qui est égal à Q sur M facteur de moins I oméga EX, la composante suivant X du champ électrique, plus le produit de la pulsation coupure oméga C par EY. Et on a Vz, comme précédemment, qui a été résolu de manière directe, sans équation différentielle. Vy est égal à IQ sur M oméga EZ. D'accord? Donc Vz qui est fonction donc notamment donc de la pulsation du système et de la composante du champ électrique suivant Z. D'accord? On va donc avoir, comme on a donc du EX en dépendance en exponentielle moins i oméga t, donc ce sont des solutions oscillantes. Hein. EY sera donc également de type oscillant en exponentielle moins i oméga t. On en déduit les solutions, en fait, aussi qui sont des solutions oscillantes. En fait, Vx, notre système va se comporter de telle manière à ce que Vx va être de la forme moins Q sur M oméga carré moins oméga C carré, facteur de moins I oméga EX plus oméga C EY. D'accord? Bien évidemment, c'est des complexes et il faut ensuite prendre la partie réelle de ces équations pour pouvoir passer en solution harmonique complexe traditionnelle. Voilà. Donc, on peut en fait écrire ce système de deux équations couplées sous la forme matricielle, sous la forme d'un vecteur colonne Vx, Vy, Vz, va être égal au produit d'une matrice, donc on a une matrice 3 dans l'espace puisqu'il y a trois coordonnées d'espace, fois les champs électriques Ex, le champ électrique a pour composante Ex, Ey et Ez. D'accord? Donc, en fait, ce système d'équations-là s'écrit sous forme matricielle de cette façon-là, avec des termes dans les éléments hauts de la matrice, et on a le terme en IQ sur M oméga dans le coin supérieur bas. Voilà. Donc, maintenant, on a résolu cette partie. Il y a également une deuxième partie. La voici. Donc, on va la lire et on va la résoudre. Bon, il y a même une troisième partie, mais je pense que ça suffira là pour un premier exercice d'électromagnétisme. Alors, densité de courant. Donc, on considère qu'il y a n électrons par unité de volume du plasma. On va poser oméga p au carré qui est égal à nq carré sur m epsilon. D'accord? Et on va nous demander d'exprimer la densité de courant J en fonction du vecteur vitesse V. En déduire ensuite la conductivité sigma telle que J est égal à somme sur J des sigma et J, EJ en fonction de oméga, oméga C, oméga P carré. Et on nous pose la question, que devient sigma, le vecteur sigma, lorsque le champ magnétique B' induit en fait dans notre système tend vers 0. Donc quel sens peut-on donner à sigma lorsque B' est faible? Voilà. Donc on va résoudre cette question. Donc on vérifie effectivement donc, tout d'abord l'homogénéité des quantités. On a bien oméga qui est à la dimension de seconde moins 1, donc c'était des radians par seconde, c'est une pulsation. N, c'est un nombre d'électrons par volume, donc par mètre cube. Oméga p carré, donc c'est ça la dimension de seconde moins 2, donc ça a bien l'inverse de la dimension, ça a bien la dimension de l'inverse d'un temps au carré. Ok. Notre densité de courant va s'exprimer sous la forme J est égal à N fois Q fois le vecteur V. NQ, donc le nombre d'électrons par unité de volume, ok, multiplié par la charge unitaire d'un électron, en fait, ça va être notre densité de plasma. Ça va être la masse volumique, notre masse volumique, ok. Donc, autrement dit, on aura bien écrit J sous la forme ρV, d'accord, où J, le vecteur J va être égal à NQ carré sur M, oméga carré moins oméga C carré, fois donc un vecteur colonne qui aura pour composante suivant x, i oméga ex moins oméga c y, suivant y, oméga c x plus i oméga y, et suivant z, i oméga carré moins oméga c carré sur oméga.
D'accord. On se sert effectivement des données de l'énoncé. Nous, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est effectivement écrire J sous la forme sigma E, donc sous la forme traditionnelle qu'on connaît, qui nous permet de caractériser la conductivité du milieu. Je rappelle qu'effectivement, pour une conductivité infinie, en fait, J sur sigma tend vers 0, et on a un champ électrique nul pour une conductivité infinie. Bon, voilà, ça on peut l'interpréter, mais en fait, sigma en fait va être ici écrit sous la forme d'une matrice, d'où les deux flèches ici. Bon, c'est une espèce de matrice tenseur. Donc, de quelle matrice s'agit-il? Ben voilà, il s'agit de cette matrice-là. Donc, J va s'écrire sous la forme epsilon 0 oméga p carré sur oméga carré moins oméga c carré, fois la matrice d'ordre 3, i oméga, oméga c 0 sur la première colonne, moins oméga c, i oméga 0 sur la deuxième, et 0, 0, i, oméga carré, moins oméga c carré sur oméga sur la troisième, fois le vecteur champ électrique, donc décomposé suivant x, y et z. D'accord. Donc le but c'est donc de faire apparaître J sigma E, donc J la conductivité. Voilà. Donc, que doit-on retrouver en l'absence de champ magnétique? Ici en fait on a les caractéristiques d'un milieu anisotrope. Donc si on coupe notre champ électrique, on va retrouver une situation de type isotrope. Autrement dit, si B' tend vers 0, on va avoir la pulsation de coupure oméga C qui, comme on l'a vu, est directement proportionnelle à B' via le rapport entre la charge de l'électron et sa masse. Et donc cette pulsation de coupure va tendre vers 0. Donc si on fait tendre la pulsation de coupure vers 0, ici on va avoir ce terme-là qui est le deuxième terme du premier vecteur colonne de la matrice va s'annuler, oméga c ici va s'annuler, et ici on va avoir du i oméga carré sur oméga, donc du i oméga. Autrement dit, on va avoir une matrice qui va s'écrire sous la forme d'une matrice unité, on a bien un milieu isotrope, donc la conductivité est la même dans toutes les directions de l'espace, x, y et z, puisqu'on n'a pas de cofacteur en fait ici, sigma x, sigma y, ou sigma y, sigma x, ou voilà sigma z sigma y ou sigma y sigma z, d'accord. On aura donc un milieu isotrope puisqu'on aura une matrice 3,3 diagonale, et elle est diagonale simplement dans ces éléments diagonaux, le même élément et 0 partout ailleurs. Donc on aura bien un milieu isotrope. Voilà ce qu'on voulait montrer en fait. En réalité, notre sigma c'est simplement i epsilon 0 fois oméga p carré sur oméga, oméga étant la pulsation de notre système de résonance qu'on a calculé précédemment. Voilà. Donc plus besoin de mettre la matrice, de mettre tout ça sous forme matricielle. En fait, on pourra écrire que c'est directement égal à i oméga 1,3 de R. On pourra donc s'affranchir de la notation matricielle. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un premier exercice que j'ai voulu faire sur l'électromagnétisme. Il va s'en suivre, je pense, pas mal d'autres. Et je vais même faire du cours sur l'électromag, les équations Maxwell, sur pas mal de choses en relation avec l'électromagnétisme. Voilà. Merci.